La station Sentinelle Sigma n'avait aucun espoir d'échapper à temps aux fragments d'étoiles malveillants et devait faire face à une destruction certaine en cas d'impact. Si elle tombait, une brèche serait creusée dans l'anneau d'acier et le centre de contrôle de l'ensemble des défenses extérieures serait anéanti d'un seul coup. Bientôt, toutes les armes de la ligne de défense se trouvant à portée de l'immense boule de feu tombante se déplacèrent vers elle. Des dizaines de milliers de projectiles, de torpilles et de macros éclats ont rempli le vide en se précipitant vers la masse dense et amorphe du plasma nucléaire et de la force élémentaire. La plupart d'entre eux n'eurent aucun succès, explosant et s'incinérant dans la couronne surchauffée avant d'atteindre son noyau. Aveuglés par la lumière de cette nouvelle et terrible étoile qui se dirigeait vers elle, les armes de l'anneau d'acier ne pouvaient pas voir clairement, encore moins cibler l'armada qui arrivait et les légions de mines et de plateformes d'armes. Leur système de visée mis sous tension par la conflagration qui s'est déclenchée ont amorcé des vagues de détonations atomiques à travers le vide, illuminant le ciel des mondes intérieurs d'un présage de feu coruscant. Ce n'est qu'à bout portant que les lasers de défense et les canons des forces stellaires ont commencé à faire des ravages dans la masse en feu, leurs faisceaux arrachant des morceaux de matière brûlante jusqu'à ce qu'ils s'enfoncent enfin dans le noyau instable et que le fragment stellaire se déchire dans une grande vague d'énergie qui s'est abattue sur Sentinelle Sigma, léchant ses boucliers Void défaillants avec une flamme lambda et brûlant à travers les navires de défense et les chasseurs dans un torrent de destruction. Le cataclysme apocalyptique que les loyalistes avaient déclenché n'était que le commencement, et les anges de la mort sont apparus dans le sillage de la tempête d'énergie. Des torpilles d'abordage et des béliers d'assaut se sont écrasés sur Sentinelle Sigma qui était encore en état de choc, portant avec eux la puissance des chapitres des Sons of Medusa et des Exorcistes, et qui ont déclenché un combat mortel au milieu des voûtes et des couloirs de la station contre les serviteurs de combat et la fureur suicidaire de la 2e compagnie des Astral Claws et de leur maître, l'archimaréchal corien sous matrice. Alors que cette bataille faisait rage, les barges de bataille Sword of Ordon et Memento Mori des Star Phantoms ont mené une escadre de croiseurs d'attaque pour combattre à bout portant le réseau de forces stellaires brûlées et aveuglées, les prenant les uns après les autres intacts dans une série d'abordages brutaux qui n'ont laissé aucun survivant. Pendant ce temps, les Minotaurs ont mené des attaques sur les autres sphères habitées du système, Badab, Secundus et Rigel, décapitant leur gouvernement et leur commandement militaire avec une terrible efficacité. Le seigneur Astérion Moloch, le célèbre maître des Minotaurs, a chassé les membres de la satrapie dirigeante de Badab Secundus depuis la flèche de son oratoire cathédral. Il le fit après avoir empalé le chapelain des Astral Claws, Varna Sabine, à l'avant de son transport personnel Land Raider pour montrer aux traîtres le sort qui les attendait. Lorsqu'enfin Veilun Kal, le Tan de fer des Sons of Medusa, communiqua du haut d'un monticule de corps brisés que Sentinelle Sigma était à eux, il fut rejoint par téléportation par les seigneurs du Mechanicus d'Angstrom. En quelques heures, ils avaient réussi ce que Luft Huron et sa cour avaient jugé impensable, la soumission du Silica Animus de la station, et avec elle l'accès aux nombreux esprits de la machine et aux armes qui lui étaient asservies. Des signaux de neutralisation et de destruction ont été envoyés à travers le vide, une fonction qui n'était possible qu'en raison de la paranoïa possessive d'un seul homme pour contrôler un système aussi vaste. En réponse à ce commandement, le système de Badab extérieur est devenu une mer de feu. L'anneau d'acier fut brisé et il ne restait plus que Badab Primaris et les défenses qui l'entouraient.
Le système stellaire étant désormais sous le contrôle des loyalistes et les navires de défense survivants étant traqués et détruits, des déploiements ont rapidement été mis en place pour encercler et assiéger Badab Primaris. Les navires du chapitre des exorcistes ainsi que les détachements de la marine impériale se sont séparés pour bloquer le système stellaire afin de s'assurer qu'aucun n'échappe à ce qui devait arriver. L'assaut en orbite contre Badab Primaris devait être mené par le Raptorus Rex, mais cela n'était plus possible, l'attaque du fragment stellaire ayant causé des dommages structurels importants qui ont déstabilisé les moteurs de ce vaste vaisseau, rendant impossibles les opérations en orbite rapprochée. Les canons de Badab Primaris étaient encore très redoutables, et l'espoir que même une barge de bataille Space Marine puisse y survivre suffisamment longtemps si elle ne pouvait pas être rapidement réduite au silence par des tirs de contre-batterie en orbite était bien mince. Les Star Phantoms avaient demandé et obtenu la gloire de mener la première vague, et c'est leur ancienne barge de bataille, le Memento Mori, qui serait la première à braver les canons de Badab. La station orbitale de la Haute-Garde que les Astral Claws avaient d'abord utilisée comme forteresse monastère avant que Huron ne descende pour s'emparer du palais des Ronces situé en contrebas présentait un autre danger pour l'assaut. Le plan d'attaque révisé à la hâte devait être une offensive en 3 volets. Le premier axe d'attaque serait formé par 2 compagnies Space Marines des Star Phantoms qui attaqueraient la forteresse orbitale de la Haute-Garde, de concert avec les petits contingents des Firehawks et des Sons of Medusa. Pour le second volet, les Carcharodons descendraient en force à la surface des ruches de Badab Primaris pour écraser toute opposition. La troisième force d'attaque, la plus vitale, serait formée par le gros des Star Phantoms, soit 7 compagnies, assistées par des éléments d'assaut lourds issus de tous les chapitres loyalistes et des compagnies de soldats de l'Inquisition. Cela permettrait de porter la bataille au cœur de l'ennemi et d'assiéger le palais des Ronces lui-même. L'attaque fut annoncée par des vagues de bombardement orbital et projeta des débris depuis l'orbite, envoyés pour semer le chaos à la surface alors que les tirs d'armes fendaient le ciel au-dessus de Badab Primaris. La forme zibeline du Memento Mori a mené l'attaque et a été secouée par des explosions alors qu'elle pénétrait dans la haute atmosphère, ses propres canons rugissant en réponse et des missiles vortex hurlant de ses ponts d'armes pour provoquer de grandes blessures dans la croûte terrestre. Derrière l'audacieuse barge de bataille, des dizaines d'autres navires de guerre ont été envoyés à basse altitude pour libérer une cargaison mortelle. Des lances d'énergie flamboyantes se sont élevées et le ciel s'est assombri alors que des vagues de modules d'atterrissage peints en noir et gris froid à minuit pleuvaient dans des assauts exécutés avec précision. Plus lumineux encore, depuis le bord du halo de l'espace, le vaisseau relique des Carcharodons, le Nicor, a déclenché la vaste arme destructrice de plasma dissimulée dans son ventre et a tracé une grande tranchée brûlante à la surface de Badab. Il a détruit le mur du bastion de la principale cité de Primaris, la ruche Dominar, et peu après, les Thunderhawks et les béliers d'assaut ont foncé pour exploiter la brèche. La fumée brûlante, les cendres tourbillonnantes et la poussière étouffante envahissaient tout. Quand la nuit est tombée sur le continent nord de Badab, l'assaut de siège faisait rage, l'obscurité se mêlant à des traînées de flammes fulgurantes alors que les épaves tombaient depuis l'orbite. 1 heure entière s'était écoulée depuis les premiers coups de feu et les batteries de défense n'avaient pas encore été complètement réduites au silence, mais beaucoup étaient maintenant étouffées ou détruites. Les navires de transport de troupes et les Thunderhawks continuaient à descendre dangereusement dans la tempête de fumée et de feu, transportant leurs renforts, protégés par leur lourd blindage dans le tumulte de la bataille. Lorsque l'approche fut considérée comme sûre, la colossale barge de débarquement de la Legio Crucius est tombée devant la ruche Dominar comme un marteau des dieux, son impact provoquant un puissant tremblement de terre qui a fait s'effondrer le mur du bastion. De vastes portes blindées se sont ouvertes et ont fendu les bâtiments pour que les titans puissent marcher sur Badab, leurs sirènes retentissantes, résonnant comme un cri de détresse pour le monde assiégé. L'assaut est entré dans sa 2e puis sa 3e heure sans aucun signe de relâchement et bientôt la ruche Dominar est devenue une ville morte. Sur ces centaines de kilomètres de route à plusieurs niveaux et ces vastes tours d'habitation voûtées, la Légion du Tyran mena une bataille folle et désespérée contre les géants gris qui étaient arrivés sur eux.
Au nord-est de la ruche Dominar se trouvait le palais des Ronces, construit sur un plateau volcanique montagneux qui s'élevait au-dessus du niveau de la cité ruche. Il s'agissait d'une citadelle décorée, entourée de larges places bordées de statues et de tours à canon coiffées de minarets. C'était le cœur du domaine des Astral Claws et l'antre du tyran de Badab. Au-dessus du centre du complexe du palais, un bouclier lumineux d'une luminosité actinique ondulait et trépidait dans l'air, un vaste champ d'énergie chargé qui a désintégré tout ce qu'il touchait et a ignoré même la puissance de feu des navires de guerre qui se trouvaient au-dessus. Les places et les batteries d'armes qui s'étendaient au-delà du palais n'étaient cependant pas aussi étanches, et c'est en leur sein que les Star Phantoms descendirent avec une précision et un timing inégalés, leurs modules d'atterrissage se fracassant à travers les sépulcres ornés et renversant des relais d'ospex minces comme des aiguilles. Malgré la tempête de feu qui les a accueillis, plus de 500 frères de bataille sur les 700 de l'effectif total ont survécu pour toucher terre, et ils se mirent immédiatement à assiéger le palais lourdement protégé. Le combat fut, pour le chapitre, féroce et à chaque tournant, les Star Phantoms rencontrèrent des pièges mortels et des positions de tir lourdement défendues. Ils menèrent des combats brutaux à bout portant contre les escouades d'assaut des Astral Claws qui ont contre-attaqué depuis des zones d'embarquement dissimulées, payant dans le sang chaque pouce d'avancée. Plus loin, les Land Raiders et les Predators se sont déversés des bunkers souterrains pour défendre le mur de protection de la citadelle, leur puissance égalée par le feu mortellement précis des escouades Devastator et des Dreadnoughts des Star Phantoms qui tirèrent depuis les tours en ruine qu'ils avaient déjà prises d'assaut. Le siège s'est rapidement transformé en un abattoir de viande sanglante, les places ouvertes qui entouraient la citadelle devenant des zones meurtrières qui n'offraient qu'une maigre couverture à l'attaquant comme aux défenseurs. Pour 2 ziggourats armés pris par les Star Phantoms, un autre a tenu bon ou a été repris par une contre-attaque, et bientôt les lignes du siège sont devenues une anarchie confuse où l'ennemi pouvait être contré de tous côtés, la ligne fluctuant et refluant au gré des combats. Lentement, le siège cruel de l'enceinte extérieure du palais commença à pencher en faveur des loyalistes, alors qu'ils remontaient les crêtes volcaniques. Des renforts du Militarum Tempestus ont rejoint la mêlée, permettant aux Star Phantoms d'accentuer l'attaque, tandis que les escouades Terminator loyalistes verrouillées sur les balises de téléportation des Star Phantoms ont été envoyées à la surface à partir de croiseurs d'attaque, bravant les tirs au sol très réduits. Mais malgré la force massive qui s'est exercée contre elle, la citadelle a tenu bon. Le champ de force autour du palais des Ronces restait intact et les attaques se succédaient les unes après les autres. Puis les contre-attaques meurtrières s'enchaînaient, tandis que des tirs meurtriers s'abattirent sur les murs. Les pertes des assaillants ne cessèrent d'augmenter, et même les Titan Rivers de la Legio Crucius et les détachements de Sons of Medusa ne purent y changer quoi que ce soit. En effet, le premier Titan à tenter l'attaque fut mis hors d'état de nuire. Au moment où il cherchait à ajouter sa puissance de feu à l'assaut, son pont de commandement fut éventré par un tir laser de conversion bien placé venant de l'ombre de la citadelle. Le siège de la place des Ronces se trouvait dans une impasse mortelle. Alors que la nuit tombait sur la ruche Dominar et le palais des Ronces, les combats et les tueries se poursuivaient sans relâche, s'étendant aux sous-ruches et aux zones industrielles de la planète. Le nuage de fumée des villes en feu de Badab s'est épaissi la nuit jusqu'à un noir assez profond pour embuer les ospex des vaisseaux en orbite. La planète devenait pour eux une masse de chaleur indiscernable qui disparaissait sous l'épaisseur des feux en dessous. On ne peut pas dire grand-chose des actions de Huron pendant cette longue nuit de destruction. Selon certaines informations, le tyran a été aperçu presque partout dans la défense du palais, déchiquetant les corps de ses ennemis, hurlant sa défiance. D'autres récits le placent seul et silencieux dans la salle du trône, regardant impassiblement dans son holosphère la destruction de tout ce qu'il avait forgé dans la lumière vacillante. Indépendamment de la vérité, ce que l'on peut dire avec exactitude, c'est qu'aucun Astral Claw ne s'est rendu à son destin. Chacun d'eux a combattu jusqu'au bout, que ce soit au palais des Ronces, dans les cités ruches de Badab, ou pour défendre la station orbitale de la Haute-Garde. Les Astral Claws ont donné leur vie dans un élan de fureur et de dépit. À l'aube du 2e jour de l'assaut, les Carcharodons ont pris les choses en main afin d'en finir. Le haut commandant Karabkul ne leur a confié la tâche d'attaquer les infrastructures de la planète et d'empêcher une défense organisée de s'implanter. Ils avaient conçu leur propre plan pour y parvenir, et avaient fixé leurs propres mesures mortelles jusqu'aux extrêmes auxquels ils iraient.
Après avoir ravagé les forces de la Légion du Tyran qui défendaient les villes et en mettant le feu aux ruches, ils ont poursuivi jusqu'à la phase finale de leur plan et ont envoyé des équipes d'attaque au plus profond de la ruche. Là, ils sabotèrent les vastes et anciens réacteurs atomiques et géothermiques qui alimentaient les ruches et nourrissaient en énergie les batteries de défense planétaires affamées. Dans tout Badab Primaris, l'énergie a fait défaut ou a soudainement augmenté, ajoutant au chaos et lentement, avec une horreur inexorable, les ruches ont commencé à trembler et les tours de Badab se sont effondrées comme des arbres abattus. Silencieusement et en bon ordre, les Carcharodons commencèrent à se retirer de la surface. Le coup fatal fut porté, le jugement de l'empereur Dieu sur la renégate Badab prononcé. Peu de gens se rendaient compte de ce qui avait commencé, et au Palais des Ronces, la déstabilisation soudaine du pouvoir avait offert aux loyalistes une ouverture bien nécessaire pour frapper. Alors que le champ de force et les autres défenses de la citadelle vacillaient pendant un moment avant de puiser à nouveau dans leurs propres réacteurs, une force d'assaut de Star Phantoms a réussi à percer le réseau de bunkers et les catacombes du niveau inférieur. Avec le capitaine Androclès à sa tête, cette force d'assaut de Space Marines et de Terminator a finalement réussi à pénétrer dans la citadelle et au cœur de l'ennemi. L'assaut des Star Phantoms a été brutal et implacable. Un passage a été défoncé à travers les cloisons par des marteaux tonnerres et les murs soufflés à l'explosif, alors que les Astral Claws qui les combattaient étaient les plus fanatiques et les plus haineux de leur chapitre. Leur armure cramoisie, dépourvue de tout signe de leur ancien service en tant que défenseurs de l'Imperium. Les épées tronçonneuses ont rugi, et les bolters ont grondé au plus près des confins de la sous-citadelle, alors que les ossuaires du chapitre des Astral Claws étaient démantelés et que chaque camp massacrait l'autre dans une lutte infernale et sans pitié. Partout dans Badab, le sol a commencé à trembler et à frissonner, alors qu'à haute altitude, des augures enregistraient le bouleversement tectonique massif des structures sous-fossiles de la planète qui rayonnaient à travers d'anciennes failles géologiques, crachant du magma fondu et des cendres radioactives de la Terre. C'est à ce moment précis que Badab Primaris a commencé à mourir. Au Palais des Ronces, le mur du bastion a finalement été percé, faisant s'effondrer le bouclier de force. Les Star Phantoms prirent d'assaut la citadelle, dont une grande partie n'était plus qu'une cour de boucherie jonchée de décombres. Au plus fort de cette dernière bataille désespérée au palais, Huron fut mortellement blessé par le capitaine Zroucal Androclès des Star Phantoms. Les enregistrements récupérés après l'affrontement dans les registres d'autosens des Star Phantoms indiquent qu'une mêlée brutale a éclaté entre les forces d'Androclès et la garde personnelle du tyran jusqu'à leur quasi-destruction mutuelle dans l'un des sous-niveaux profonds du palais. Il est probable que le groupe d'Huron tentait de s'enfuir vers un vaisseau dissimulé via le sous-sol. Le capitaine Androclès a été terrassé par le tyran lors de l'affrontement, et dans son arrogance, il s'est acharné sur le héros tombé en le croyant mort. Alors que la vie le quittait, le capitaine des Star Phantoms, déterminé, a réussi à décharger son fuseur à bout portant sur le visage d'Huron. L'explosion du fuseur a frappé la griffe éclair arcanique que le tyran portait habituellement et qui a explosé de façon catastrophique, déclenchant une impulsion d'énergie maléfique. Cette explosion a incinéré le bras du tyran et une grande partie de son flanc droit, et les restes de son armure en feu s'effondrant sur le sol ont été la dernière image enregistrée par les autosens du capitaine tombé glorieusement au combat. Peu de temps après, lorsqu'une deuxième escouade de Star Phantoms est entrée dans les sous-sols, elle a trouvé les restes sanglants de la mêlée, ainsi que des éclats de shrapnel et des détritus organiques identifiés plus tard par le magos biologiste de la cour consistoriale comme appartenant au tyran. La majeure partie du corps de Huron n'a cependant pas été retrouvée, ni aucun reste qui aurait pu être identifié plus tard comme appartenant au maître de la forge des Astral Claws, Armaneus Valtex, qui avait également été présent au combat. Une enquête plus approfondie sur la question ou une exploration plus poussée des niveaux inférieurs du Palais des Ronces s'avéra cependant impossible, car la situation générale sur Badab Primaris commença à se détériorer rapidement. Sous les ruches de Badab Primaris, la destruction en cascade des cœurs des réacteurs profondément enfoncés faisait des ravages. Les chocs tectoniques et les éruptions volcaniques augmentaient à un rythme exponentiel, et des secteurs entiers de la ruche se sont effondrés dans des gueules béantes qui s'ouvraient dans le sol sous ces mêmes secteurs, pour être remplacés par des mers de lave en fusion. La campagne de purge et de conquête de Badab s'est rapidement transformée en retraite anarchique, et beaucoup ont été emportés dans la destruction.
Partout où ils se trouvaient, les vaisseaux de toutes sortes étaient réquisitionnés par les loyalistes et les renégats dans un effort désespéré pour fuir. Dans l'anarchie et la ruine qui ont suivi la chute des cités ruches, l'air était rempli de cendres et de retombées toxiques, et on estime que la majorité de la population de la planète a été exterminée en quelques jours standards, si ce n'est pas moins. La confusion régnait dans les épaves éparpillées du système. Plusieurs transports de loyalistes ont également été abattus par les navires du blocus, et on pense qu'au moins un petit navire équipé de propulsion warp a réussi à s'échapper du système de Badab. Des rapports de renseignements ultérieurs suggèrent que au moins 200 survivants sécessionnistes étaient à bord, menés par Valtex et transportant avec eux le corps brisé de leur maître. La guerre de Badab était désormais terminée, mais non sans un certain coût. Au lendemain de la mort de Badab Primaris, les restes des Astral Claws, des Executioners, des Mantis Warriors et des Lamenters ont été jugés devant une cour consistoriale, spécialement convoquée par leur père, leur existence même étant en jeu. Malgré les tentatives du légat Freyn pour que l'affaire soit placée sous la responsabilité de l'Inquisition, un conclave de 5 maîtres de chapitre Space Marines, dont les forces ne faisaient pas partie du conflit, a été convoqué pour rendre un jugement selon la tradition Astartes. Les représentants des combattants des deux camps ont ensuite témoigné devant le tribunal. Le témoignage du capitaine Myrsan des Salamanders, qui a défendu de façon éloquente et émouvante l'honneur du chapitre des Executioners si ce n'est leurs actions, fut particulièrement remarquable. Le maître des Firehawks, Stibor Lazaerek, à cet instant presque mort, a également été longuement entendu, et ses appels amers à éradiquer l'ennemi vaincu sans exception ont suscité une certaine sympathie de la part du tribunal, très humaniste en son sein. Le dernier à témoigner fut le légat inquisiteur Freyn lui-même, dont les paroles passionnées et sages appelaient les maîtres de chapitre réunis à peser à la fois les actes des hommes et la volonté de l'empereur, et à tenir compte du jugement de l'histoire sur eux. Sa sagesse sera retenue au cours du conflit de la guerre de Badab comme étant celle qui aura permis à l'Imperium de triompher en ces heures sombres. Un jugement a été rendu finalement à l'unanimité, confirmant que les Astral Claws étaient de vils traîtres, coupables d'avoir pris les armes contre l'Imperium et d'avoir trompé leurs frères pour qu'ils fassent de même. La cour consistoriale a également déclaré coupables tous les chapitres qui avaient participé à la sécession de Badab, en rompant à la fois le codex et l'ancienne alliance qu'il représentait. Dans le cadre de la purification, tous les Astral Claws survivants sous la garde de l'Imperium furent passés humainement au fil de l'épée, les yeux bandés et enchaînés dans le déshonneur. Il fut également jugé que les autres chapitres sécessionnistes survivants devraient entreprendre chacun une croisade de pénitence de 100 ans pour expier leurs transgressions, et qu'ils devaient le faire sans avoir le droit de recruter de nouveaux frères pendant cette période, car l'Imperium connaît le pardon. Leur survie ou leur destruction future était alors entre leurs propres mains et dans la grâce de l'empereur. Sans transition, maintenant, les Mantis Warriors perdent tous leurs droits sur leurs anciens domaines dans l'amas d'Endymion avec leurs biens et leurs effets remis aux Firehawks à perpétuité, et de même le chapitre des Lamenters fut condamné à remettre au Minotaur les navires en réparation et les arsenaux. Le chapitre des Executioners, en revanche, a bénéficié d'une mesure de clémence comparable, et leurs mondes jumeaux ont été confiés au chapitre des Salamanders et à leurs propres successeurs, plutôt que d'être entièrement perdus, pouvant leur être rendus s'ils parvenaient à survivre à leur repentir centenaire et y survivre. Quant aux hommes et aux femmes de la zone du Maelstrom, pris dans une décennie de calamités et de massacres, leur vie appartient désormais à l'Administratum. De leur côté, l'Adeptus Mechanicus et l'Inquisition, qui avaient tous deux leurs propres intérêts à défendre, allaient tous deux avoir leur dû. Nous apprenons également qu'en guise de récompense et en reconnaissance de leurs efforts dans l'acte brutal de clôture de la guerre, le chapitre des Star Phantoms, ayant gravement souffert, a reçu la récompense quelque peu pyrrhique de la domination de l'autrefois fier secteur de Badab, ainsi que la tâche de contrôler ses survivants par décret du légat inquisiteur Freyn et sa sagesse. Cette récompense a été perçue comme quelque peu creuse car le chapitre des Star Phantoms avait été réduit à moins d'un tiers de sa force initiale par les combats, et ces nouveaux domaines n'étaient guère plus qu'un royaume en cendres. Cependant, les Star Phantoms, longtemps basés sur une flotte après la perte de leur ancien monde d'origine des siècles auparavant, ont saisi ce laurier de la victoire comme leur juste récompense. Étant donné le choix des mondes du secteur, ils ont choisi de poser leur barge de bataille Memento Mori gravement endommagée sur la surface de la lune de glace de Jaga dans le système d'Arkea, pour servir de noyau à leur nouvelle forteresse monastère et ont lentement commencé à se reconstruire.
Des nouvelles de Tranquility maintenant, avec l'arrivée d'une nouvelle force opérationnelle de la marine impériale redéployée pour être basée à Viania, et les auditeurs de l'administratum placés sur Sagan, les autres forces Space Marines loyalistes ayant terminé leurs opérations dans la zone du Maelstrom ont commencé à repartir pour leur monde chapitreau et leur guerre. Les soins de la zone du Maelstrom étant désormais entre d'autres mains et le domaine de nouveaux maîtres. Ce n'est qu'au moment où le Sword of Ordon, la dernière des barges de bataille des loyalistes, a pris congé pour quitter Viania, pour le long voyage de retour vers Zabeus Minoris, que la nouvelle est parvenue au système d'un sombre destin qui s'était abattu sur le système de Tranquility. En effet, avant de quitter la zone du Maelstrom, la flotte des Carcharodons est retournée à l'amas d'Endymion. Là, avec l'accord des Firehawks, ils ont frappé le système de Tranquility, dont les mondes étaient autrefois les principales planètes de recrutement et d'entraînement du chapitre des Mantis Warriors de façon très humaine. De ces mondes, ils ont récolté une nouvelle génération entière pour renouveler leurs propres pertes, forçant ceux qui avaient été sélectionnés à se battre jusqu'à la mort de façon humaine pour prouver leur valeur afin de survivre au sein des frères des Carcharodons. Ainsi, payée en 109, la flotte des Carcharodons est partie, la dernière observation connue d'eux ayant été faite par une balise augure Explorator qui les a marqués comme virant de bord dans le Warp, remontant le plan galactique dans l'obscurité du vide extérieur une fois de plus. Des nouvelles de l'inquisiteur Freyne maintenant, de retour à Sainte Terra avant de rendre son autorité de légat inquisiteur, l'inquisiteur Jardnes Freyne ordonna comme dernier acte qu'un édit d'oblitération soit exécuté sous les auspices de l'Adeptus Terra en ce qui concerne les Astral Claws, les Tiger Claws et leur maître Huron. La tâche commença donc à effacer leurs noms maudits et leurs péchés des pages de l'histoire impériale. Des versions assainies et modifiées des événements de la guerre commencèrent à entrer dans les archives officielles, déformant de façon humaine la nomenclature et la référence comme première étape d'une éventuelle purgation totale, tandis qu'un pogrom de données était mené par l'Inquisition pour découvrir des faits étranges ou moralement indignes concernant la guerre de Badab. Désormais, l'œil de l'Imperium regarde ailleurs. Mais l'Imperium prévaut et l'Empereur Dieu de l'humanité veille sur vous.